Merci pour cette invitation. D'abord, comme l'a dit M. le directeur, quand on fait une réforme qui est une réforme de fond, il faut répondre à une problématique qui est assez complexe. La première problématique, c'est de faire avancer la profession sur ses deux pieds. Si vous expliquez à une profession qu'il faut faire de nouvelles missions et qui sont dans le rouge, qui n'arrivent pas à finir les fins de mois et qui sont à découvert bancaire, le message n'est pas perçu. Donc il faut redonner de l'économie et redonner de la lisibilité. Et en plus que cette réforme puisse répondre à deux critères importants. Le premier, c'est aller vers les nouveaux besoins des patients en rendant compatible le mode de rémunération avec ce que l'on veut faire demain du bon usage du médicament et sortir d'un modèle ancien. Et deuxièmement, de permettre à toutes les officines de bénéficier de cette réforme et qu'il n'y ait pas des laissés pour compte, notamment sur les pharmacies qui sont les plus fragiles. Et puis un autre élément, il faut signer au bon moment. Quand on sait qu'il va y avoir une réforme importante de la santé, il vaut mieux être prêt que de courir derrière et d'être un petit peu cornérisé parce qu'on n'a pas été assez capable d'anticiper une véritable réforme. Nous, on a fait réforme métier, réforme rémunération, et le chantier, on est au milieu du gué. Les autres professionnels vont avoir ce chantier devant eux. Et quand on parle de coordination, on parle d'évolution du mode de rémunération pour tout le monde. Donc nous l'avons fait. Donc on est en avance. On remet de l'attractivité sur le métier, comme l'a dit M. le directeur. Les jeunes, on voit bien que ça les intéresse de voir cette évolution du métier. Et on a des discussions avec les étudiants qui nous ont d'ailleurs aidés dans l'évolution de ce métier, parce qu'on a beaucoup échangé avec eux. Ils nous ont poussé à aller dans ce sens et poussé à mener le métier dans ce sens. Sur la rémunération, alors nos amis experts comptables nous ont présenté 2018 avec parfois du 2017. Juste la partie verte, parce que le chiffre d'affaires, ça ne veut rien dire. Le mode de rémunération, qu'est-ce que ça donne? En 2017, on perdait en 7 mois, de janvier à juillet, 107 millions d'euros de marge. En 2018, on a juste changé la marge, on n'a pas introduit de nouveaux honoraires et on a stabilisé, moins 5 millions. Et depuis le début de l'année 2019, avec l'arrivée des nouveaux honoraires, nous sommes à plus 59. Là, on est sur les médicaments remboursables. Donc on voit bien que par rapport à la période 2015-2017, où en haut on voit la baisse des unités et la baisse de marge, moins 345 millions en 3 ans, la réforme qui démarre au 1er janvier 2018, on voit la tendance complètement changer, stabilisation en 2018 et augmentation en 2019. Donc si on fait à un point d'étape à 19 mois, quand on compare les deux réformes, on voit bien qu'on était à moins 177 sur les 3 dernières années, avec le 1 euro à la boîte, et là on est à plus 43. Mais ce qui est important, c'est de voir comment cette amélioration de marge se construit. Entre 2015 et 2017, on a perdu 86,6 millions d'unités, dont la baisse de volume est extrêmement importante. Et donc, sur les 345 millions de pertes de marge, il y a eu 84 millions liés à la perte de l'honoraire, puisqu'on a perdu des unités à la boîte, et puis moins de 261 millions qui sont liés à la perte de marge, avec effectivement les baisses de prix, où l'ancienne réforme ne nous protégeait pas des baisses de prix. Quand on passe sur les 19 mois de la réforme 2018-2019, on s'aperçoit qu'on a autant de pertes d'unités en 19 mois qu'en 3 ans. On a perdu encore 84 millions d'unités en 19 mois. Donc on a accéléré les pertes. Donc ça veut dire que c'est une tendance lourde. Et je ne parle pas de risque de déremboursement de l'homéopathie, où le 1 euro à la boîte serait catastrophique. Et quand on regarde ce qui s'est passé sur la récupération de marge, donc on a un handicap de 82 millions liés tout simplement aux pertes d'unités, c'est mécanique, hein, c'est 1 euro à la boîte qui disparaissent. Et on a récupéré 126 millions en 19 mois de marge liés à la fois aux protections de baisse de prix et à la fois à l'amélioration du calcul de marge, ce qui était prévu dans notre contrat. Au bilan, ça fait 43 sur 19 mois et ça fait 59 sur les premiers mois. Donc économiquement, le message c'est ça marche bien, le contrat est rempli. Ça, pour certains, d'ailleurs, ça marche trop bien, donc ça discute. Mais il n'y a plus personne qui dit que la marge ne marche pas bien. Plus personne. Enfin, en tout cas, ceux qui le disent vont avoir du mal à le justifier. Donc ça, c'est la première partie.
Lisibilité, et il nous reste encore un an et demi de réforme à mener. Et comme le dit M. le directeur, il y aura peut-être toujours des réajustements. D'ailleurs, on les a prévus dans le contrat. Et ensuite, il y a la partie métier. Et la partie métier, c'est on élargit la palette d'intervention du pharmacien. Et quand on voit et qu'on regarde en très peu d'années, parfois en quelques mois, comment on a fait évoluer les possibilités d'action du pharmacien, on voit bien que ça va très vite. Et ça va très vite parce que justement, en ayant signé l'avenant, en ayant choisi le camp du patient, très clairement, en ayant expliqué au pouvoir public qu'on ne voulait plus de marge, mais on voulait suivre les patients compliqués et les patients chroniques, le signal a été très fort. Et donc maintenant, on bénéficie de ce changement de cap qui nous permet de travailler à l'intérieur d'une coordination des acteurs de premier recours. Alors, entretien pharmaceutique, bilan de médication, monsieur le directeur, vous en avez parlé, effectivement, ça démarre, c'est poussif, etc. Le chantier qu'on a à mener avant la fin de l'année, c'est un paiement qui soit un paiement plus fluide. Il faut une modification législative pour ça. Donc je crois que ça va être porté, et on est tous d'accord, que ce soit Philippe et l'USPO et M. le directeur, pour dire si c'est payé au fil, à la fin du parcours, pas à chaque acte, parce que là, on paye au parcours de soins, ce sera beaucoup plus attractif pour les pharmaciens, beaucoup plus lisible, beaucoup plus facile à expliquer quand on fait nos réunions et nos assemblées générales, et quand les groupements, les différents acteurs vont pouvoir motiver les pharmaciens pour dire maintenant, ça va être plus fluide et plus simple. Chimiothérapie, c'est un enjeu majeur. Là aussi, on ne va pas dans le facile. On va dans des patients qui sont difficiles, qui sont en difficulté, qui ont besoin d'un soutien, et le pharmacien peut leur apporter une aide extrêmement importante parce que l'hôpital n'est pas toujours à proximité, n'est pas toujours disponible, et les médecins, on sait que ce n'est pas toujours facile pour eux, y compris pour ces pathologies. DMP, télémédecine, télésoins, là aussi c'est très clair. On dit la pharmacie, DMP, on partage la même information que les médecins, que les infirmiers. Donc on a positionné le pharmacien comme étant un acteur de santé. On partage le diagnostic médical, la biologie, etc. Et je remercie monsieur le directeur d'avoir fait le boulot parce qu'il fallait convaincre la CNIL que le pharmacien, ce n'était pas le petit commerçant du coin, mais c'est un professionnel de santé qui pouvait partager les mêmes informations que les autres, sinon on ne pouvait pas le mettre dans le paquet coordination. Et ça, c'était stratégique et c'était extrêmement important. Télémédecine, télésoins, ça veut dire que la pharmacie devient un lieu où le patient peut venir pour consulter un médecin à distance. Donc c'est un endroit stratégique aujourd'hui sur le territoire qui peut offrir autre chose que la dispensation des médicaments. Vaccination TROD, voilà, ça y est, on fait le job, c'est généralisé. Alors on entend des petits mouvements des personnes qui hurlent, mais franchement, quand on veut lutter contre l'antibiorésistance, de permettre aux pharmaciens de savoir si la prescription d'antibiotiques ou conduire le patient chez le médecin est utile ou pas utile alors qu'on a un outil, ce serait quand même dommage de s'en priver. Franchement, c'est beaucoup plus intelligent que de nous faire découper des boîtes de comprimés dispensés à l'unité, non? Là, au moins, on sait que le patient en a besoin. Mais il faudra aller plus loin sur le dépistage. Il faudra arriver au dépistage du cancer colorectal. Oui, ça va bousculer. Mais aujourd'hui, il y a 70% des patients qui ne sont pas dépistés. Mince. Alors certains disent 30, c'est formidable. Ouais, mais tu en as 70 qui passent à côté. Est-ce que le pharmacien ne peut pas améliorer le score? Certainement. Pharmacien correspondant, il va être généralisé. On arrêtera de passer par un système dérogatoire. Ça veut dire quoi, le pharmacien correspondant? C'est-à-dire que le patient va désigner son pharmacien pour l'accompagner dans ses pathologies et dans le grand âge. Ça veut dire qu'on va pouvoir travailler en coordination pour renouveler les traitements, pour pouvoir adapter les posologies dans le cadre de protocoles. Waouh, ça ouvre des perspectives et ça permet de vraiment mettre en place de la coordination. Parce que les CPTS, il ne faut pas que ce soit une coquille vide. Soins non programmés, dispensation sous protocole. Ben ça y est, on y est. La cystite, douleur dentaire, petite plaie à l'officine, etc. Voilà. Il faut bien qu'on puisse faire ce travail en étant sécurisé, en pouvant poser les bonnes questions, en réorientant le patient. Mais il faudra quand même qu'à la fin, il y ait une prise en charge. Parce que si je vais à l'hôpital, mon Monuri est pris en charge, je vais à la pharmacie, mon Monuri n'est pas pris en charge alors qu'on est légitime à me le donner, il va y avoir un petit problème. La médication officinale, ben oui, il faut l'inciter. Quand on a un rhume, ça ne sert à rien d'aller aux urgences. Donc comment on fait pour que ce parcours
soit à égalité avec le parcours je vais chez le docteur, je suis remboursé. Donc il faut là aussi discuter avec les complémentaires santé, avec l'assurance maladie, pour voir comment ce parcours est un véritable choix pour le patient et n'est pas pénalisant financièrement, à condition d'en faire un parcours de soins et pas un parcours de consommation. C'est très clair. Ça veut dire inscription dans l'EDP, partage de l'information avec les médecins, parce que c'est extrêmement important. Les services, on a mis dans l'avenant que nous avons signé la PDA et la dispensation à domicile. Il va falloir qu'on arrive à conclure. On a besoin d'un texte sur les bonnes pratiques de PDA. Mais là aussi, si on veut éviter que des patients rentrent en EHPAD trop tôt, ce qui coûte excessivement cher, il peut y avoir la PDA par l'infirmière, mais il peut y avoir aussi la PDA par le pharmacien. C'est un service extrêmement important. C'est l'observance, c'est le premier point de charge et produit de l'assurance maladie, améliorer l'observance. On a un outil qui permet de le faire, comment on l'organise, comment on cible la population qui est éligible. Juste en conclusion, ces PTS, c'est une évidence. Il faut que les pharmaciens soient acteurs et promoteurs des CPTS. Il faut qu'avec les médecins, avec les infirmiers, travailler bien évidemment avec l'hôpital. On est sur les territoires, nous. Et nous, on a besoin de coordination. Les infirmiers, c'est pareil. Ils sont sur le territoire, ils ont besoin de coordination. Donc, il faut qu'on soit promoteur des CPTS. Et donc, en conclusion, c'est une réforme structurelle. Et ça, c'est rare. Ça n'arrive pas très souvent. Et quand on fait ça, on prend des risques. Il faut avoir des partenaires, l'assurance maladie, le soutien des pouvoirs publics et, je dirais, la fiabilité de cet accord dans le temps. Parce qu'on ne fait pas une réforme en un an. Et il faut y mettre de la lisibilité, de la compréhension pour que l'ensemble des pharmaciens y adhèrent et que les jeunes soutiennent. Je crois que nous sommes en train de réussir ce pari.